Très bien. Je vais peut-être inviter du coup les personnes qui vont intervenir. Merci. Qui vont intervenir sur la séquence logement, puisqu'on va démarrer par celle-là, à venir à la tribune. Donc, Patrice Perron et puis Julie Krum. Pour avancer. Voilà, donc juste pour faire l'introduction, donc dans les travaux de notre observatoire, on voit bien sûr en 2020 une baisse beaucoup plus accentuée des consommations d'énergie, alors que les consommations d'énergie, elles avaient faiblement diminué entre 2008 et 2018. Donc cette baisse plus accentuée, les 2/3 sont imputables au transport routier, du fait des restrictions de déplacement, on s'en doute. Les secteurs tertiaires et industriels, ils ont également vu leur consommation diminuer en lien avec le ralentissement de l'activité économique, même s'il y a eu des différences notables selon les secteurs d'activité. À l'inverse, les consommations dans les logements, ils ont légèrement augmenté sur cette année 2020, si on prend une courbe corrigée du climat. Bon, alors ça s'explique bien sûr par la présence plus accrue dans nos domiciles, du fait des confinements, donc l'utilisation de tous les appareils à notre domicile. Le recours aussi massif aux usages numériques. Donc ça, RTE a bien vu l'augmentation de la consommation d'électricité et notamment le recours au télétravail pour un certain nombre d'entre nous. Donc ça, c'est une évolution atypique puisque les consommations d'énergie dans le secteur des logements, dans le secteur résidentiel, on observait une baisse des consommations depuis 2008 qui traduit en fait des efforts de rénovation énergétique. Le renouvellement des équipements, que ce soit les équipements de chauffage, les appareils électriques, et puis bien sûr les effets de la réglementation dans la construction neuve. Donc tout ça nous amène à une baisse en fait des consommations par mètre carré, donc une meilleure performance énergétique des logements, où on voit une baisse d'à peu près 20% entre 2008 et 2018. Voilà. Alors, cette crise sanitaire, elle a aussi renforcé la place du logement dans nos vies, puisque ça fait ressortir aussi la volonté de réaliser des travaux d'amélioration du logement pour améliorer notre lieu de vie, en améliorer l'espace, le confort, l'accès à l'extérieur, et puis avec la crise énergétique plus récemment, pour en réduire la facture d'énergie. Voilà, donc je vais passer la parole à Patrice Perron pour voir si effectivement tout ça a joué, si on constate réellement une dynamique accrue de la rénovation énergétique des logements en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je pense qu'il y a quelques chiffres à nous présenter à ce sujet. C'est bon, oui, merci Pascal. Je vais revenir très rapidement sur les enjeux, j'y resterai pas longtemps. Sur l'enjeu de la rénovation énergétique, il est en premier lieu par rapport au climat. On est tous là bien sensibilisés à ça, mais aussi en termes de sobriété foncière, puisque tout logement rénové, c'est aussi au besoin un logement qui ne se vide pas et qui permet de loger des ménages sur place. Donc il y a cet effet-là. Il ne faut pas oublier que les nouvelles lois, elles ont aussi dit que les passoires énergétiques, ça devenait des logements qui étaient considérés comme indignes. Donc il y a le problème de la décence des logements. Et à un moment donné, ça aura un impact non négligeable, et on y reviendra. La rénovation énergétique n'est pas forcément le seul effet qui fait qu'on a une amélioration effectivement sur la période de la consommation. Alors je parle sur 2008-2018 notamment. Et puis tout ça participe à la lutte contre la précarité énergétique, avec lequel on travaille effectivement dans le cadre de l'Observatoire, et Alter porte notamment ce sujet-là. Et puis c'est un effet économique, puisque du coup il y a des entreprises qui travaillent, mais il y a aussi un effet d'embouteillage, parce que finalement c'est pas si simple que ça de trouver des personnes qui peuvent intervenir pour faire les travaux, et ça freine effectivement un petit peu cette rénovation énergétique. Alors, pour revenir un petit peu sur l'impact de la loi climat-résilience, parce que du coup, elle a son importance,
On a d'abord un effet sur les loyers, avec un blocage des loyers pour les plus grosses passoires. Puis après, petit à petit, des interdictions de location. Et ces logements, à l'horizon 2034, on va petit à petit toucher les logements qui sont classés G, puis F, puis E. Alors ça ne veut pas dire forcément que ces logements-là n'existeront plus dans le parc, on est bien dans le parc locatif, mais du coup, dans une région sur laquelle on a un parc qui est plutôt de qualité énergétique très moyenne, puisque notre parc est plus ancien très largement, on n'a pas la dynamique démographique et de construction qu'on peut avoir dans d'autres régions, ça a un impact qui est loin d'être négligeable. Et puis, l'interdiction des compléments de loyer, donc ça c'est la loi pouvoir d'achat, et ça amène effectivement à se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau de la rénovation énergétique. Alors si on regarde le parc, alors on est sur les anciens DPE parce que je n'ai pas la distinction entre les types de parcs sur les nouveaux, pour l'instant ça va arriver. Mais si vous regardez par département, on voit que si on cumule la barre violette et la barre verte qui font E plus F et G, eh bien on a des départements comme la Nièvre sur lesquels dans le parc privé, c'est pratiquement 80% du parc qui est concerné, qui se trouve en situation de passoire énergétique. Et les chiffres bougent un petit peu, mais pas tant que ça, avec les DPE de 2022. Le parc social, lui, de par une récence un peu plus forte, il a été quand même plus massivement construit dans les années 60. Il y a eu plus de rénovation énergétique avec notamment les aides du FEDER, mais on a eu le plan de relance récemment, enfin il y a un certain nombre. Et les bailleurs sociaux sont beaucoup plus sensibles à la rénovation pour leurs locataires que les bailleurs privés. Et puis après, je ne vous ai pas mis sur la diapositive le parc des propriétaires occupants, mais on est dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire que ce parc-là n'est pas non plus un parc de qualité énergétique extraordinaire. Tout ça, ça implique effectivement soit de rénover massivement, soit un retrait de l'offre locative, donc ça pose le problème de la réponse aux besoins en termes de logement. Ça pose le cas échéant la question de la hausse de la vacance aussi. Derrière, on a un impact puisque d'un point de vue énergétique, ces passoires énergétiques contribuent énormément à la consommation du secteur résidentiel. Avec un effet complémentaire, quand on regarde les scénarios, c'est que démographiquement, on a une baisse de la population qui devrait continuer et s'accentuer un petit peu dans les prochaines années. Et ça pèse notamment sur les passoires énergétiques, parce que c'est aussi l'endroit où ça baisse le plus, c'est l'endroit où le parc est de plus mauvaise qualité. Et donc, on a quand même une part non négligeable. Entre 2008 et 2018, le nombre de kilowattheures par mètre carré de mémoire, on doit être entre 209 et 169, donc on perd 40 kilowattheures. C'est beaucoup lié au fait que c'est des passoires énergétiques qui se vident et on a un petit peu de construction neuve qui est derrière. Et puis après, j'y reviendrai, il y a l'effet de la rénovation énergétique. Sur la précarité énergétique, donc là, c'est des chiffres qui sont des chiffres de l'ONPE, donc qui datent d'avant les fortes hausses des coûts de l'énergie, mais on était entre 15 et 25% sur la dernière publication, 25% dans la Nièvre, 15% en Côte d'Or. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important. On sait que l'impact de la hausse des coûts de l'énergie, même s'il y a eu des aides plus ou moins ciblées, elle peut contribuer à faire croître effectivement cet effet-là. Et donc tout ça, ça nous amène à avoir un enjeu fort de rénovation. Alors, la rénovation des DPE, mais on a un gros travail de fiabilisation des estimations, puisqu'on a encore des écarts non négligeables pour un même logement quand c'est testé derrière, et par contre des propositions de travaux à réaliser sur lesquelles les DPE ont été, on va dire, l'exigence a été un peu accrue, et surtout la responsabilité des diagnostiqueurs est beaucoup plus engagée avec la rénovation.
On a toujours le fait de devoir faire appel à un professionnel agréé RGE pour bénéficier des aides, et je reviendrai sur un certain nombre d'aides. Et là, je vais vous présenter un certain nombre de résultats, alors qui sont pas tous récents. Il faut pratiquement 2 ans pour collationner simplement les certificats d'économie d'énergie au niveau national. Et on a un traitement qui a été fait pour éviter les doublons, parce que des aides, elles sont multiples. Et finalement, une des difficultés qu'il y a, c'est la lisibilité de tout ça, parce que ça change beaucoup au fil du temps, et notamment à chaque loi de finances. Ça change, mais des fois, et c'est le cas là encore au mois de juin, où on a annoncé un renforcement à l'horizon du 1er janvier 2024, mais du coup, l'impact, c'est que ça peut créer de l'attentisme et un frein au niveau des rénovations qui auraient pu être engagées en 2023. Donc là, ce qui a été exploité, c'est notamment les données de MaPrimeRénov', de l'ANA, mais pas seulement. On a les certificats d'économie d'énergie, on a l'ancien CITE qui a beaucoup bougé aussi. Et puis on avait Habiter mieux avant MaPrimeRénov', donc tout ça pour regarder l'évolution entre 2016 et 2020. Donc MaPrimeRénov'-ANA, ça touche des financements pour tout le monde, mais ça décroît avec le niveau de revenus. Et puis on a eu une montée des exigences progressives en termes de gains énergétiques, où on était à 25% sur Habiter mieux, on est passé à 35%. Il faut savoir que les rénovations en 2022, c'est 49% d'économie d'énergie pour les rénovations globales. Le seul problème, c'est que sur l'ensemble des rénovations, il n'y en a pas beaucoup qui sont des rénovations globales. Et puis des contraintes qui sont pour chaque action, en termes de matériaux, en termes d'efficacité derrière. Et puis il ne faut pas oublier dans les aides le fait qu'on a un taux réduit de TVA, puisque ça contribue énormément aux dépenses de l'État au niveau des aides. J'ai ciblé aussi les aides des collectivités et des caisses de retraite. C'est pareil, ça en fait partie. Je vais passer sur la diapositive qui est disponible sur les revenus pour être éligible aux différentes catégories de revenus. Et je vais vous montrer directement, donc, en cumulant les différents types et en analysant les travaux qui ont été faits sur les logements, la situation de départ aussi au niveau des PE. Alors, c'est des économies théoriques, puisque potentiellement un ménage qui était en situation de sous-chauffer parce que son logement était dans une situation de dépenses extrêmement importante par rapport à ses revenus, rien ne dit qu'il ne chauffe pas maintenant normalement, donc on est bien sur du théorique. 121 millions de mètres carrés de logement, et si vous regardez et que vous cumulez, donc c'est des gains par année de rénovation, donc l'année 2016, vous avez en bleu donc la courbe qui se trouve tout au-dessus, on était un peu au-dessus de 270 gigawatts d'économisés par les travaux qui avaient été réalisés dans l'année, bien les travaux réalisés, pas financés. Si on regarde en 2019-2020, il y a l'année Covid, donc on a une légère baisse, mais on était monté aux alentours de 450 gigawatts. Donc on voit que c'est pas un doublement, mais on augmente à peu près de 70%, ce qui est quand même assez considérable. Maintenant, cette hausse, elle ne fait qu'une partie du chemin, et on a besoin d'accélérer beaucoup plus. Et vous voyez également que l'on est plus sur de la rénovation qui est dans l'individuel que dans le collectif, même si on note, notamment au niveau des copropriétés, une légère amélioration ces dernières années. C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont longs pour les collectivités à mettre en œuvre, pour les copropriétés également. Et donc, on voit quand même un déblocage maintenant depuis 2-3 ans. Très vite, donc simplement, vous avez une comparaison des niveaux de revenus en fonction du type d'action. Et on voit que MaPrimeRénov', c'est accessible à tout le monde, mais typiquement, on a beaucoup moins de ménages aisés qui se lancent dans la rénovation.
Et là, il y a un vrai enjeu de mobiliser aussi ces ménages, de les convaincre que d'un point de vue climatique, d'un point de vue consommation d'énergie, etc., c'est important. Et finalement, on est quand même en deçà de ce que l'on pourrait espérer en termes de pourcentage de mobilisation des ménages parmi les plus aisés. Et puis, très rapidement, pour faire un zoom sur les dispositifs Habiter mieux, puis MaPrimeRénov', on a une baisse du nombre de logements qui sont rénovés avec une performance énergétique globale à la fin. Depuis juillet 2022, on ne peut plus rénover sous ce dispositif-là avec un financement si on reste une passoire énergétique, puisque par essence, c'est censé ne plus être un logement décent, donc rester dans la décence n'est pas une bonne solution. Et on voit que sur les anciens, on était à 64% de ces logements qui faisaient partie des aides MaPrimeRénov' et 18% restaient des passoires énergétiques après travaux. Donc ça a un impact effectivement derrière. Alors ces logements sont éligibles à des rénovations par geste, mais plus à la rénovation globale. Et donc on a beaucoup de propriétaires occupants qui sont éligibles. Alors les propriétaires bailleurs, tout le monde est éligible, mais beaucoup de propriétaires occupants. Et pour autant, on avait plutôt un recours à Habiter mieux qui était moindre qu'au niveau national et qui n'était pas réparti de façon homogène sur le territoire. Si on regarde, donc ça c'est quelque chose qui est dans Opter, si on regarde la répartition, on voit qu'on a une mobilisation qui est beaucoup plus forte dans l'ex-Franche-Comté que dans l'ex-Bourgogne. Dernier élément, vous voyez la MaPrimeRénov' par geste, on augmente assez considérablement, on passe entre 2020 et 2022 de 7 600 à 45 800 logements qui ont été rénovés, alors c'est beaucoup des systèmes de chauffage qui sont changés. Par contre, sur les rénovations globales, ça descend régulièrement et on a divisé presque par 2 le nombre de rénovations globales sur les territoires avec les aides MaPrimeRénov' Sérénité. Et l'année 2023, pour l'instant, on est encore en retrait par rapport à l'année 2022. Voilà, je crois que je dois être à peu près au bout. Juste la conclusion donc, qui montrait qu'on a eu une forte accélération, tout dispositif confondu, mais on est très loin des enjeux. Une augmentation des aides, mais du coup ça peut avoir des effets d'attentisme. L'activité de la construction doit évoluer, c'est-à-dire que on voit qu'avec la baisse de la population et puis un nombre de ménages qui évolue peu, on aura de moins en moins besoin de parcs neufs, mais pour autant on en a besoin. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un développement de l'activité autour de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation. Et puis, avec la hausse des coûts de l'énergie, ça peut avoir un double effet, soit se dire que finalement c'est d'autant plus urgent de rénover, mais en même temps on a une hausse des coûts de la rénovation. Et tout ça, ça crée des effets qui sont contraires. Et du coup, peut-être que, je ne sais pas si tu l'aborderas ou pas dans ta présentation, mais on n'a pas la lisibilité pour l'instant. L'impression est quand même plutôt d'avoir un effet sur lequel les ménages ont une pression sur leurs moyens et donc du coup un ralentissement de la rénovation sur l'année 2023. Merci pour avoir dressé cette situation aussi rapidement avec beaucoup de données tout de même. Est-ce qu'il y a, je vous propose un petit temps pour prendre pareil des questions peut-être compréhension, précision, et puis ensuite on donnera la parole à Julie Crum pour un témoignage plus retour de terrain, et on prendra un temps d'échange un petit peu plus long. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation de Patrice? Peut-être, est-ce que tout était clair? Est-ce qu'il y a des interrogations, des choses qui vous interpellent, sur lesquelles vous voudriez revenir? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous repère. Non, pas de
Personne n'ose. La première question la plus compliquée. Moi, j'en ai une, peut-être sur la carte, voilà, avec Habiter mieux, avec, où on voit, peut-être qu'on peut la remettre. Je vais revenir un petit peu là. Voilà, où on voit effectivement beaucoup de propriétaires occupants éligibles en Bourgogne-Franche-Comté, mais pas toujours effectivement un recours au dispositif Habiter mieux, mais on voit une grosse différence entre le côté franc-comtois et le côté ex-Bourgogne. Est-ce qu'on a des éléments d'explication de cette répartition inégale ? C'est bon. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui jouent. Il y a déjà le fait que les collectivités côté Franche-Comté sont beaucoup plus massivement délégataires des aides à la pierre, et donc du coup ont une action plus affirmée effectivement pour travailler sur le logement, pour mettre en place les dispositifs. Et donc, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau des EPCI qui sont concernés, tout le territoire, à part une partie du territoire de Belfort, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la communauté d'agglomération du Grand Belfort, tout le territoire est couvert effectivement comme ça. Alors, il y a... c'est pourtant la même chose, par exemple, sur la Côte d'Or, et puis on a le Grand Chalon. Le Grand Chalon est fortement engagé de son côté, mais en dehors avec des actions qui sont très variées sur le parc privé. Mais en dehors de ça, on voit qu'on a quand même un dynamisme beaucoup plus faible. Et puis après, il y a d'autres éléments qui jouent potentiellement, même si on n'a pas d'objectivation nette par rapport à ça. On a des territoires qui sont plus vieillissants et il semble quand même que c'est plus difficile de se lancer dans des travaux de rénovation quand on a 75 ans que quand on en a 45. Déjà, il y a le côté rentabilité à la fin. Mais il y a aussi tout simplement le fait de ne pas forcément avoir envie de gens qui rentrent dans son logement. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Et potentiellement, effectivement, ça joue aussi. Et puis après, le dernier point, le climat est un petit peu moins rigoureux aussi côté Bourgogne. On a un peu plus de plaine. Et du coup, est-ce que ça joue également sur le fait de se dire que on a moins d'envie de rénover? C'est possible. Merci pour toutes ces réflexions. Est-ce qu'entre-temps, oui ? Oui, juste rajouter quand même, parce que vous n'en parlez pas du tout, alors dire que sur les logements sociaux, la région intervient aussi avec le FEDER, donc, et que sur les logements sociaux, il y a vraiment un effet levier de financement qui est extrêmement important et qui fait qu'on a vraiment des très très bons résultats en région Bourgogne-Franche-Comté sur les logements sociaux. La grande question là maintenant, c'est les copropriétés, voilà comment on va y arriver mieux. Et sur le dispositif habitat individuel, c'est vrai que la région, du fait, on attend beaucoup, donc peut-être que vous en direz un mot tout à l'heure ou j'en dirai un mot, mais sur effectivement les mesures qui devraient arriver, qui fait qu'on a suspendu notre audit. Mais bon, on a quand même donc des réalisations. Et historiquement, c'est vrai que la région Franche-Comté, le côté franc-comtois était donc Ephilogie, c'est franc-comtois à l'origine. Et je pense qu'il y a aussi cette meilleure connaissance peut-être de possibilités. Et puis dire aussi que effectivement le monogeste, c'est pas super en termes de rénovation, c'est même pas super du tout, et que c'est dommage et que pour l'instant il n'y a pas de signaux en tout cas disant que ça va ralentir de ce côté-là. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive quand même à avoir une politique globale de rénovation thermique de qualité et globale pour pouvoir vraiment espérer sortir un nombre conséquent de logements. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des travaux qu'on sort les logements des catégories G notamment et F, voire même G encore. Et donc ça, c'est vraiment dommageable, quoi. Et puis après, il y a le surcoût, effectivement. On le voit aussi, nous, sur les dossiers à la région, des gens qui demandent d'avoir des reports parce que quand ils ont fait faire les devis, il y avait une somme qui a beaucoup augmenté, des prêts bancaires qui ne suivent pas forcément, et puis du côté aussi des artisans, entre pénurie de matériaux, etc., c'est beaucoup désorganisé, je pense aussi, toute la filière, notamment en 2022, 2021-2022. Alors, sur le FEDER, je l'avais abordé au tout début, mais effectivement,
J'ai présenté à une autre occasion des données sur le logement social qui montrent qu'effectivement il y a une rénovation qui est beaucoup plus, qui a été soutenue et qui a été beaucoup aidée. Et puis il y a vraiment une volonté des bailleurs, de façon générale, de réduire la facture de leurs locataires, parce que aussi c'est l'idée des impayés de loyer qui sont derrière. Donc on partage totalement sur les enjeux et sur les risques qu'il peut y avoir, y compris du fait de ne faire que du monogeste qui n'est pas satisfaisant non plus d'un point de vue État. Très bien. Est-ce qu'il y a... Oui ? Si vous voulez juste peut-être vous présenter. Oui, bonjour, Patrick Marceau de l'ADI Ludou. Au regard de la carte, je me demande s'il n'y a pas une composante de revenus qui joue également, avec des secteurs qui sont trop riches, avec des ménages qui sont trop riches pour pouvoir prétendre à des aides, et d'un autre côté des ménages trop pauvres pour pouvoir certes prétendre à l'aide, mais s'engager dans des travaux de rénovation par la suite. Alors, on est bien. Alors là, on était sur de l'habiter mieux, donc on n'était que sur les ménages éligibles. Donc c'est une proportion des ménages éligibles, c'est pas une proportion. Donc on est bien sur habiter mieux, puisqu'on démarre à 2011, et donc il n'y a pas cet effet revenu. Oui, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, Mireia Matencio, coordinatrice précarité énergétique à la ville de Besançon. Je profite de la présence de la région pour l'interroger sur tout ce qui est financement des travaux de rénovation. On voit aujourd'hui que c'est le principal frein. Et dans certaines régions, par exemple, ils ont mis en place des sociétés de tiers financement qui permettent surtout d'étaler la durée du prêt et de prendre en compte les économies d'énergie dans l'amortissement du prêt. Est-ce que la région Bourgogne-Franche-Comté réfléchit à cette possibilité ? Si. Nous avons déjà une caisse d'avance qui fonctionne très très bien. Et là, on attend. J'espère que l'État va vraiment... Donc, je sais que il y a beaucoup de réunions de travail actuellement avec les collectivités et l'État sur ces questions-là, et les bailleurs et autres acteurs du logement pour voir ce qui va être mis en place. Et moi, j'entends parler d'une caisse d'avance au niveau national. Voilà, donc on est en train de regarder, nous, effectivement. De toute façon, la caisse d'avance, nous, pour les particuliers, elle se poursuit. Elle fonctionne très, très bien. Donc, on travaille avec Procivis en particulier, mais c'est Solea aussi, je crois. Alors, je ne sais jamais qui... Voilà, c'est ça. Procivis et Solea. Et ça, c'est vraiment très, très utile. Voilà, donc on attend d'y voir plus clair pour voir après si on se lance ou pas, notamment sur le tiers financement. Mais la caisse d'avance en tant que telle existe et fonctionne très bien. Et on attend donc les annonces du gouvernement, notamment aussi sur des aides, parce que là, il y a des aides que l'ANA commence à donner, mais sur des aides aux travaux pour les particuliers, quels que soient les revenus. Donc on attend tout ça pour se positionner. Ok, merci. En fait, la caisse d'avance qui fonctionne très bien avec Procivis, Solia, et la question aussi des CE2E qui ne peuvent pas être toujours intégrés dans la caisse d'avance, mais je parlais surtout de reste à charge, qui est un frein majeur, surtout pour les ménages que nous accompagnons qui sont très modestes. Et voilà, donc la ville de Besançon se positionne par exemple dans des AMI, territoires zéro exclusion énergétique, où on veut travailler vraiment sur la question du financement. Donc on serait très intéressé pour travailler avec vous sur ces questions. Merci. Oui, Patricia. Oui, Patricia Dubois de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, je coordonne le pôle territoire. J'avais une petite question peut-être annexe mais complémentaire quand on parle de rénovation énergétique et de précarité énergétique sur la question de la climatisation et des problématiques de surchauffe estivale. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une question, le suivi du taux de pénétration des équipements de climatisation dans l'habitat est-il suivi et comment ces questions-là sont aujourd'hui intégrées? Parce qu'il peut y avoir, potentiellement, on n'en est pas là, mais un basculement par rapport au taux de précarisation en période de surchauffe estivale dans les logements. Alors, je ne sais pas, voilà, je voulais soulever cette question-là, cette problématique-là qui n'est pas réelle aujourd'hui, mais qui peut demain être un vrai sujet par rapport à l'équipement climatisation. Alors, pour moi, je n'aurais pas la réponse là. La partie climatisation, elle est effectivement modélisée au niveau national, etc. Il doit y avoir des chiffres autour des ventes, etc. Par contre, comment c'est modélisé, y compris d'ailleurs
à un moment donné la question de comment tout ça est modélisé dans la précarité énergétique par l'ONPE, il va falloir, il va y avoir des réactualisations à un moment donné de leur modélisation, mais même sur la modélisation classique, on a toujours des questions. Quand on regarde les chiffres, et on se gratte des fois la tête avec Pascal et Guillaume sur le sujet, parce que c'est pas toujours simple de comprendre certains résultats. Donc c'est aussi le frein de la modélisation. Mais l'enjeu de la climatisation, c'est un vrai enjeu en termes de consommation du résidentiel. Oui, puis je renverrai effectivement sur les travaux de l'ODAB pour tout ce qui est précarité, on va dire, lié à la surchauffe, l'accès à un logement plus frais, on va dire. Oui, François Ringe de l'Agence d'urbanisme, justement. J'avais une petite question sur est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du coût de ces rénovations, un coût par mètre carré moyen, son évolution, je dirais le coût total avec les aides et le reste à charge pour justement discuter avec ces ménages. Alors, sur le coût, il y a un observatoire régional des coûts de la rénovation énergétique qui est porté par la cellule économique régionale de la construction. Donc, du coup, au niveau régional, il y a cette donnée-là. Alors, par contre, ils ne sortent pas de données sur le reste à charge proprement dit, et ils exploitaient notamment les données ANA, mais également des données des FIGEOGI de la région. Donc, il y a effectivement ce travail sur les coûts. Après, sur le reste, il n'y a pas eu de diffusion ou d'études proprement dites qui sont sorties pour l'instant. Et peut-être signaler qu'il y a un travail qui est fait à l'heure actuelle justement pour pouvoir décliner l'état énergétique du parc pour le coup, par classe DPE, au niveau des EPCI, puisque pour l'instant on a plutôt des données départementales, mais on va descendre à un niveau infra normalement dans l'année. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'OREC dans la salle. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient inscrites, mais je ne sais pas si elles sont là. Pour complément, peut-être sur la partie coût. Non ? Personne ? Bon. Très bien. Donc, on vous invite à consulter effectivement les travaux de l'OREC qui sont réalisés par la CERC sur tout ce qui est coût médian de rénovation par logement et le reste à charge. Il me semble qu'il y a quelques données aussi sur le reste à charge. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres réactions... Oui ? Si je peux me permettre, pour donner des éléments de réponse, c'est vrai que la problématique de l'Observatoire des coûts, c'est que ça a été réalisé sur les années précédentes. Or, il y a eu beaucoup d'évolution des coûts. Donc c'est vrai que pour le coup, normalement, en fait, ce serait représentatif. Mais là, vu le contexte qu'on a pu observer ces dernières années, ça représente plus grand-chose. Après, si vous voulez des informations comme ça, je pense qu'il faut vraiment vous rapprocher des territoires, des espaces France Rénov, qui voient des devis tous les jours. Et du coup, c'est vrai que pour nous, on a une vraie visibilité sur les coûts qui sont pratiqués sur les territoires, on va dire presque à l'instant T, quoi. Voilà, avec des données sur les restes à charge, sur le coût d'une rénovation globale avant et après. Merci pour les compléments. Ça tombe bien. Je propose que vous gardiez la parole pour présenter l'expérience effectivement du pays beaunois, peut-être resituer le territoire avec 4 communautés de communes. Je vous laisserai faire ça et puis nous décrire un peu, Patrice parlait de l'instabilité des dispositifs d'aide, effectivement comment on traverse cette instabilité et avec un recul un petit peu important de votre côté puisque ça fait 6 années, si je ne me trompe pas, que voilà, vous fonctionnez. Je vous laisse la parole. Oui. Voilà, donc moi je suis Julie Crum, je suis responsable du pôle rénovation conseil du Pays Beaunois. Donc pour situer le Pays Beaunois, c'est un regroupement de 4 intercommunalités. C'est la communauté d'agglomération de Beaune côté sud, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuit-Saint-Georges, la communauté de communes de Rive-de-Saône et la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche. Donc ça représente un territoire d'environ 200 communes et à peu près 120-130 000 habitants.
Donc oui, en fait, l'objectif de cette présentation, c'était un petit peu de voir l'évolution du pôle rénovation conseil et des dispositifs locaux qu'on a sur le pays, pour montrer en fait que nous, on essaie vraiment de s'adapter aux évolutions des dispositifs. Voilà, donc un peu tout le temps, vous l'avez bien compris. Donc déjà, en fait, ça a démarré en 2015 avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, donc PTRE pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'était en lien avec la loi TEPCV. Donc au départ, ça a été mis en place sur la région Aix-Bourgogne. Donc le Pays Beaunois avait candidaté donc, pour mettre en place cette plateforme territoriale de rénovation énergétique. Donc on était à l'époque 9 plateformes en Bourgogne. Et donc nous, la plateforme du Pays Beaunois, donc on s'est appelé le pôle rénovation conseil du Pays Beaunois. L'objectif des PTRE, c'était quoi? C'était donc d'avoir un service public de proximité pour créer une dynamique sur la rénovation énergétique. C'était comme à l'époque les espaces info-énergie qui sont devenus ensuite espaces conseil faire. C'était de donner de l'information et des conseils de manière gratuite, neutre et indépendante. L'idée des plateformes, c'était donc à la fois d'avoir un accompagnement plus de proximité, mais également d'avoir un accompagnement plus approfondi des habitants, parce qu'on avait déjà décelé que, en fait, un projet de rénovation, si on veut aller sur des projets de rénovation performants, c'est vraiment ce qu'on appelle le parcours du combattant, et ça a besoin de beaucoup d'accompagnement pour rassurer les gens et pour arriver à bout de ce parcours. Voilà. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une animation locale, donc vraiment d'aller voir tous les acteurs liés à la rénovation énergétique, donc les collectivités, les secrétaires de mairie, les élus, mais également les professionnels du bâtiment, donc les entreprises, les banques, les notaires, les agences immobilières, etc. Tous ceux qui gravitent autour des questions d'habitat et qui peuvent être en relation avec des personnes qui peuvent avoir des projets. Ça peut être également aussi des travailleurs sociaux, etc. Donc c'était vraiment d'avoir un poste dédié à cette animation locale pour mieux faire connaître le service de conseil. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait, il y a toujours aujourd'hui, mais un petit peu moins, mais à l'époque, beaucoup de mal à se faire connaître. Les gens mobilisaient très peu le service public sur la rénovation énergétique. Donc nous, notre plateforme, elle s'est mise en place donc, en 2016. Et donc à cette époque-là, pour enclencher aussi cette dynamique, il y a eu une décision de mettre en place une aide aux travaux locales, donc qui s'appelait déjà donc l'aide Réno. Donc c'était sur certaines communautés de communes. Il y avait 2 niveaux de performance. C'était un bouquet de travaux et il y avait la rénovation globale. À l'époque, c'est vrai que le dispositif rénovation globale, il a été très très peu mobilisé. C'était quasi exclusivement du bouquet de travaux qui était mobilisé, mais c'est vrai que ça avait déjà eu un effet levier pour réaliser des postes complémentaires. Voilà, en fait, avec l'aide Réno, les gens se rendaient compte, en fait, en faisant l'isolation des combles en même temps que le remplacement de la chaudière qu'on voit tant, et en fait, ils avaient le même reste à charge. Donc on avait quand même déjà cet effet levier pour aller un petit peu loin dans les travaux. Donc sur cette période-là, donc qui s'est déroulée jusqu'en 2019, on a accompagné 1150 ménages et il y a eu 90 dossiers d'aide Réno qui ont été réalisés. Ensuite, donc l'expérimentation plateforme Aix-Bourgogne s'est terminée et donc il y a eu le lancement d'un nouvel appel à candidature de la région unifiée Bourgogne-Franche-Comté pour devenir territoire moteur EFI-Logis maison individuelle. Donc à l'époque qu'on avait appelé le service public de l'efficacité énergétique et donc après qui a eu son nom EFI-Logis maison individuelle. Donc nous on a répondu à cet appel à candidature donc en 2020. Enfin en 2020 on est devenu territoire moteur du service EFI-Logis maison individuelle.
Donc avec le fait de devenir territoire moteur, on est devenu également donc Espace Conseil France Rénov', à l'époque FER, mais on est devenu France Rénov', à l'échelle du Pays Beaunois. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, de par le numéro national, en fait, on avait une orientation des demandeurs vers le Pays Beaunois directement, ce qui n'était pas le cas avant, on passait par l'espace FER de Côte d'Or. Alors là, l'idée de cette nouvelle expérimentation d'être territoire moteur EFI-Logis, c'était vraiment plus d'expérimenter sur la rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc en pouvant mobiliser donc, tous les dispositifs régionaux EFI-Logis, donc avec la préconisation d'audit EFI-Logis et la préconisation d'accompagnement technique sur le chantier, ce qu'on appelait aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment d'accompagner les porteurs de projets de la définition de leur projet jusqu'à la prise en main de leur logement rénové. Donc l'idée, c'était aussi de venir après travaux chez les personnes pour faire un point avec eux sur comment s'est déroulé le chantier, comment ils utilisent leur logement, pour leur donner vraiment des conseils à la prise en main de leur logement rénové. Voilà. Et donc à cette époque-là, on en a aussi profité pour faire évoluer l'aide réno en lien avec le dispositif EFI-Logis maison individuelle. Donc là, l'idée, c'était vraiment plus de cibler le dispositif sur la rénovation BBC. Et puis l'accompagnement technique, évidemment. Voilà, donc on a mis évidemment l'obligation de recourir à un audit EFI-Logis et de recourir à l'accompagnement technique, vu que l'objectif c'était vraiment d'expérimenter ces dispositifs-là. Et donc là, on a mis en place 3 niveaux de performance. Donc il y avait le niveau BBC global, le BBC par étape, et on a gardé le bouquet de travaux. Pour tout vous avouer, on a à l'initial gardé le bouquet de travaux. C'était plus, on va dire, une volonté politique de garder un niveau plus classique. Voilà, parce qu'il y avait un petit peu des doutes, mais des doutes qui ont été leviers. Et finalement, en fait, ce bouquet de travaux, il était intéressant comme effet levier, comme en fait enclenchement. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui allaient se lancer dans l'audit parce qu'ils voulaient mobiliser juste le bouquet de travaux, et finalement, on les a emmenés bien plus loin. Le bouquet de travaux a été finalement très très peu mobilisé. Donc en fait, cette aide-là, on a vraiment défini le montant pour qu'il y ait vraiment cet effet levier. On a essayé de voir qu'est-ce qui pourrait vraiment enclencher. Donc on l'a défini, donc, pour une rénovation globale, c'était 7 000 €. Donc ça allait jusqu'à 7 000 €. On a également mis en place des bonus pour l'utilisation de matériaux biosourcés, et des bonus aussi qu'on a appelés secteur patrimonial. C'est pour quand il y avait des demandes, des ABF par rapport aux menuiseries, etc. Un peu des spécificités. Ensuite, en 2022, on a vu donc, la suspension du dispositif d'audit EFI-Logis. Donc là, vu que notre dispositif aide réno, il était basé sur les audits EFI-Logis, en fait, tous ceux qu'on était en cours ou alors qui ont pu avoir un audit EFI-Logis avant que ce soit suspendu, on a pu poursuivre, mais toutes les nouvelles personnes qu'on rencontrait, on n'avait plus de dispositifs locaux vraiment d'accompagnement à leur proposer. Donc on a commencé à réfléchir à une aide réno 3.0, voilà, comment la faire évoluer en attendant d'avoir un petit peu plus d'infos du niveau national, du niveau régional, etc. Donc on s'est lancé vers une nouvelle expérimentation. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de, on va dire, transformer l'obligation de recours à l'audit EFI-Logis en obligation de recours à l'audit incitatif réalisé par un bureau d'études RGE, en cohérence avec le dispositif MaPrimeRénov'.
L'idée, c'était qu'il y ait vraiment un seul audit qui puisse permettre de mobiliser à peu près tout. À peu près, parce que bon, c'est toujours un peu compliqué. On est toujours sur les 3 mêmes niveaux de performance, c'est juste qu'on ne les a pas définis de la même manière. On a des nouveaux critères de performance, on va parler de gains énergétiques, d'étiquettes après travaux, de nombre de postes réalisés, et on peut toujours aller jusqu'à 7 000 € d'aide aux travaux. Voilà, on a mis en place ces critères de performance supplémentaires. C'était vraiment pour essayer de cibler sur les projets qui en avaient le plus besoin. Parce que c'est vrai que notre dispositif, on va voir après, j'ai fait un petit bilan, mais c'est vrai qu'il a eu plus de succès que ce qu'on aurait pu imaginer à l'origine. Et donc voilà, il a fallu qu'on resserre un petit peu les critères et qu'on aille vraiment sur les projets les plus performants. La grande nouveauté, c'est que du coup, avec la suspension du financement à l'audit EFI-Logie, donc les territoires ont décidé de mettre également une aide à l'audit complémentaire à celle de MaPrimeRénov'. Donc de manière générale, c'est 250 € pour toutes les catégories de revenus. Voilà, donc juste un petit bilan du service entre donc du service EFI-Logie maison individuelle depuis qu'on est territoire moteur, donc 2020-2022. Donc par rapport à nos objectifs de contact, on a eu beaucoup plus de contacts que ce qu'on avait identifié dans notre réponse à l'appel à candidature. Donc on avait un objectif de 1800 ménages et on est à peu près 3000 ménages, donc on a largement dépassé les objectifs. Concernant les audits, alors si on regarde le global, on est un tout petit peu en dessous de ce qui était de notre objectif, mais c'est vraiment lié à la suspension des audits en mai 2022, parce qu'on voit sur les autres années, à chaque fois, on a été bien au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Et sur l'accompagnement technique, on a également largement dépassé nos objectifs qu'on s'était fixés. Voilà. Petite information, donc dans notre dispositif avec les audits EFI-Logie, donc le territoire devait prendre en charge le reste à charge de 150 € pour les très modestes, ce qui a représenté environ 16 000 €. Et pour la prise en charge de l'accompagnement technique, on voit que pour 75 000 € des intercommunalités qui a été financée, il y a eu quand même une large partie par la région à plus de 166 000 €. Le bilan sur l'aide Réno, donc en gros des projets BBC qu'on a pu accompagner. Donc on est à peu près à 125 projets sur les 3 années. Mais on voit qu'en fait, l'effet levier sur le BBC global a vraiment fonctionné, puisqu'on on a une grande majorité en fait, des dossiers qui ont été sur de la rénovation globale. Et vous voyez que le bouquet de travaux a été très très peu mobilisé en 3 ans, 11 dossiers, c'est vraiment rien. On a eu 50 réalisations. Voilà. Et donc quand même des budgets des intercommunalités qui ont été mis en place qui sont évidemment quand même importants, mais c'est vrai qu'on a vraiment pu observer qu'il y avait, ça permettait vraiment d'enclencher des projets. Parce que c'est vrai qu'on a la chance en fait d'être sur un territoire où il y avait beaucoup de dispositifs d'aide. Quand on cumule des aides, MaPrimeRénov' Sérénité, les aides de la région, les C2E, une optimisation avec MaPrimeRénov', etc. C'est vraiment très important. Mais évidemment, pour les personnes les plus précaires, quand il nous reste 10 000, 15 000 € de reste à charge, ça reste quand même très important. Donc l'aide du territoire a vraiment permis de rendre réalisables les rénovations globales pour les ménages les plus précaires. Sachant que là, je ne l'ai pas mis, mais il y a une grande partie des projets qui ont été réalisés où, en fait, c'est des dossiers très modestes. Voilà, et donc là, je vais recouper avec le début de la présentation
de tout à l'heure. C'est sur vraiment le cercle vertueux de la rénovation énergétique. C'est vraiment un sujet qui est très important au niveau local et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à vraiment emmener nos élus, les convaincre de poursuivre les dispositifs, de toujours les faire évoluer, etc. C'est parce que ça a vraiment un impact sur plein de volets des politiques publiques. Évidemment, le volet social, avec la sortie de la précarité énergétique, l'accompagnement des ménages pour les aider à se lancer, un gain de confort, l'amélioration du cadre de vie. Vraiment, je dis toujours, des fois on se moque, mais on change la vie des gens, en fait, des personnes qui vivent dans des passoires, qui croulent sous les factures, etc., et qu'on arrive à les emmener sur des rénovations globales. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. Voilà, le volet économie, on en a parlé tout à l'heure, mais en effet, la plupart du temps, une grande majorité des cas, c'est les entreprises locales qui sont mobilisées. Donc là, on a fait le calcul sur les dossiers, ça représente près de 7 500 000 € de travaux qui sont réalisés sur le territoire. Donc oui, c'est un investissement des collectivités, mais il y a quand même un retour sur le territoire, quoi. Ça fait vraiment travailler les entreprises locales, ça permet de promouvoir les entreprises locales, de les faire évoluer dans leurs pratiques. Par exemple, le fait qu'on ait mis en place des bonus sur les matériaux biosourcés, pourquoi on l'a mis en place? Patricia en parlait, c'est vrai que le confort d'été, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Nous, on le voit, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, non pas parce qu'ils ont froid en hiver, mais parce qu'ils ont trop chaud en été, qui viennent parce qu'ils veulent installer ces fameuses clims. Et nous, on va vraiment essayer de leur expliquer que c'est pas une solution en soi, la clim, c'est un pansement. En fait, l'idée, c'est de travailler sur l'isolation, et l'isolation, c'est de travailler avec des matériaux qui vont permettre un bon confort d'été. Et généralement, les matériaux biosourcés permettent d'avoir un meilleur confort d'été. Pourquoi aussi matériaux biosourcés? C'est pour que ce soit adapté au bâti ancien qui est très présent sur notre territoire. Voilà, le volet environnement, on l'a bien compris, hein, l'utilisation des matériaux biosourcés, les énergies renouvelables, la réduction des émissions de CO2. C'est aussi une action en fait qui permet de répondre aux objectifs des PCAET des territoires. Donc ça, nous, dans nos 4 intercommunalités, c'est quelque chose d'important. Ils savent que le pôle rénovation conseil, l'aide réno, c'est vraiment des dispositifs qui permettent directement de répondre à leurs objectifs. Donc c'est une action concrète qui est déjà en œuvre et qui se poursuit. Donc là, pour l'exemple et pour illustrer, on avait calculé les kilowattheures économisés avec tous ces projets-là. Donc on arrivait à 4000 mégawattheures, ça représente environ 400 000 litres de fuel. Donc c'est vrai que ça, quand mis bout à bout, ça a quand même un impact qui est non négligeable. Pareil, 630 tonnes d'équivalent CO2 économisés par an. Oui, c'est aussi par an, hein, les kilowattheures. Ce qui représente près de 3 millions de kilomètres en voiture. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, c'est intéressant de les mettre en avant auprès des collectivités pour les inciter à mettre en place des dispositifs. Et enfin, donc évidemment, le volet habitat, l'amélioration globale du parc privé, un facteur d'attractivité pour le territoire, une valorisation patrimoniale. Voilà, ça permet à la revalorisation des centres-bourgs, etc. Voilà. Et là, donc, on a 66 passoires énergétiques qui ont été éradiquées via le dispositif Aide Réno. Merci beaucoup pour ce retour très encourageant avec plein de choses, je pense, inspirantes. Est-ce que dans la salle, vous avez alors soit des questions pour Julie directement, soit peut-être envie aussi de faire part de votre retour d'expérience, peut-être de difficultés que vous avez rencontrées ou au contraire de solutions, comment vous êtes adapté aussi. Est-ce qu'il y a des réactions, des retours d'expérience? Oui, si
vous voulez juste vous présenter aussi avant de... Oui, bonjour, Inès Méramio du PNR du Dour Logé, chargée de mission de transition énergétique et mobilité. Moi, j'avais une question par rapport aux entreprises locales. On sait souvent, le frein aussi, c'est qu'elles doivent être RGE. Du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous, ou vous avez peut-être fait de l'animation pour qu'elles aient la qualification, ce genre de choses, ou pas du tout? Parce que globalement, je sais que ça peut être les retours qu'on a sur les territoires aussi. Merci. Sur notre territoire, on n'a pas forcément ce souci-là. À l'initiale, je ne pense pas qu'il y ait eu trop d'animation locale là-dessus. Je regarde mes deux consoeurs qui étaient sur le territoire, mais non, enfin, on est plutôt bien servi sur le territoire. Ce qui nous a plus manqué à l'initiale, c'est plus des entreprises qui utilisaient des matériaux biosourcés. Mais sur le RGE, c'est pas forcément un problème. En fait, maintenant, il y a tellement... Enfin, tous les dispositifs demandent le RGE, donc les entreprises, elles y vont. En tout cas, sur notre territoire, c'était pas problématique. Pour continuer sur le sujet, peut-être 2 mots de plus pour expliquer, en préparant l'intervention. Là, on avait parlé de sorte de mini-salon de l'habitat que vous aviez organisé pour les entreprises locales, les artisans locaux. Oui, alors en effet, on avait voulu travailler sur alors, ce qu'on avait appelé à l'origine le forum artisan, et qu'on a renommé les rencontres rénovation, donc sur une des communautés de communes avec laquelle on travaille, où en fait il n'y avait pas de salon qui était présent, ni de salon de l'habitat, ni de foire, etc. Donc on a mis en place ce petit salon au niveau local. L'idée, c'était vraiment de faire se rencontrer les habitants avec les entreprises RGE de leur territoire. Parce qu'on sait en fait que les personnes, quand elles vont chercher des devis, évidemment, les gens ils regardent le prix en bas à droite, mais surtout c'est le relationnel qui compte. Donc le fait de pouvoir directement les faire se rencontrer, c'était intéressant parce qu'ils pouvaient directement rencontrer plusieurs entreprises sur les mêmes postes, etc. Donc voilà. Et puis ça a vraiment permis aussi de lancer une dynamique locale. On avait mis ça en place. En même temps, on a mis en place des permanences décentralisées sur le même territoire, etc. Et c'est vrai que c'est un territoire qui a été assez moteur en fait au démarrage du dispositif, où ça a vraiment démarré plus rapidement. C'est là où on a eu nos premiers projets de rénovation globale BBC. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de mettre en place des actions comme ça avec les entreprises pour les faire connaître en fait. Puis ça permet en fait de prendre contact avec eux d'une autre manière, on fait une réunion et puis on va vous présenter les aides qui sont toujours très compliquées. Oui. Je vais me permettre de rebondir. Noémie Gamba du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Je suis sur une mission de rénovation énergétique en maison individuelle et puis lien avec les professionnels du réseau, alors qu'on appelle encore EFILOGIE, qu'on va faire évoluer avec justement l'évolution des dispositifs. Et j'ai aussi en charge l'accompagnement des plateformes sur l'animation, la mobilisation des professionnels du territoire. Donc je vous regarde parce que je me permets aussi de répondre sur une petite partie. Au niveau des plateformes, aujourd'hui on en a 7 donc, sur la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont mises en place. Elles ont toutes une base commune, c'est-à-dire l'accompagnement des particuliers, d'être espace Conseil France Rénov', et sur la mobilisation des professionnels de leur territoire, sur l'animation du territoire. Donc ça, c'est une base commune que toutes les plateformes ont. Après, on a des fonctionnements qui vont être, on va dire, différents. Ce que vous avez eu comme présentation du pays beaunois, ce ne sera pas la même si, par exemple, PMA... qui est là, présente sa plateforme, ou si le PETR du Mâconnais Sud Bourgogne le présente aussi.
Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi préciser. On est sur des dispositifs assez spécifiques qu'on avait encore, enfin qu'on estime encore sur de l'expérimentation avec des financements particuliers. Et aujourd'hui, on est sur des financements qui vont aller jusqu'à fin 2024. Donc de toute façon, il y aura à se réinterroger par la suite sur ces plateformes territoriales. Ça, c'était voilà, pour mettre un peu le contexte. Et puis pour faire le lien, c'est qu'effectivement, cette mission d'animation du territoire, de mobilisation des professionnels est vraiment quelque chose de très important. Effectivement, sur le pays beaunois, il n'y a pas eu forcément de problématique sur des entreprises RGE. Il y avait voilà, les entreprises. Par contre, sur d'autres territoires peut-être plus restreints, je vais par exemple parler plus de la Nièvre. Pour ce pauvre département, on en parle à chaque fois sur les sujets, mais effectivement, c'est un petit peu plus peut-être problématique. En tout cas, pour répondre aux enjeux de nombre de rénovations, parce qu'il y a des professionnels RGE, mais ils sont vite, on va dire, saturés. C'est là où les animateurs, voilà, font vraiment cette mission d'animation, d'aller au-devant des entreprises. Et quand elles rencontrent des entreprises non RGE, je vais vous donner un exemple sur des aides de plan façade, de rénovation de façade que certaines intercommunalités mettent en place. Certaines entreprises font des travaux, mais ne sont pas RGE. Alors, c'est des travaux spécifiques, mais elles ont les compétences, les capacités potentiellement à être RGE sur certains domaines. C'est là où l'animation va prendre le relais en essayant voilà, de les pousser à devenir RGE. Donc il y a un travail qui est fait voilà, sur certains territoires, peut-être plus que sur d'autres. Merci Noémie pour tous ces compléments. Oui, encore une réaction, et puis après on passera à la séquence suivante. Oui, pareil, c'est un complément, c'est pas une question. Johan Robinet, je suis directeur de l'habitat à Pays de Montbéliard Agglomération, donc un dispositif également de plateforme territoriale de rénovation énergétique, avec une expérience assez comparable au Pays beaunois. Hein. On n'a pas eu la première étape d'AMI PTRE, mais on a été plateforme Ephilogie pendant 3 ans, une aide qui ressemble beaucoup à l'aide Réno présentée, sans forcément qu'on ait copié les uns sur les autres d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais pu faire presque la même présentation, donc avec des choses intéressantes en termes de résultats. Néanmoins, c'est ce que je voulais souligner, des nombres de rénovation globale qui restent très loin des scénarios de massification, de stratégie nationale bas carbone ou même des trajectoires régionales. Hein, donc c'est voilà, un questionnement là-dessus, hein, comment faire mieux. Alors M. Perron disait tout à l'heure, l'État est d'accord, moins de monogèse, plus de rénovation globale. Hein. La réalité, c'est que MaPrimeRénov', effectivement, a quand même beaucoup orienté sur le monogèse. Donc là, on attend beaucoup de la nouvelle mouture du coup, des aides de l'État attendues au 1er janvier 2024 pour nous aider à être plus en levier vers la rénovation globale, avec néanmoins, il va rester des problématiques hein, de solvabilisation des ménages, notamment les plus modestes. Vous l'avez dit, Madame Croumin, même avec les petites quantités de résultats, ça tire quand même sur les budgets des EPCI qui sont intervenus pour obtenir ces résultats-là. Donc voilà, on va avoir des décisions à prendre à la fin de l'année pour se recaler par rapport donc, au nouveau cadre d'aide de l'État, réussir la transition vers le nouveau dispositif de mon accompagnateur Rénov'. Mais aujourd'hui, voilà, malgré ces résultats intéressants, hein, on est encore loin de cette massification. On va avoir besoin d'aligner tous les outils, notamment comme ceux mentionnés, au-delà des aides directes, hein, tiers financement, prêt à avance rénovation. Mais voilà, on n'a pas encore tout à fait voilà, cet alignement. Patrice, oui, dernière réaction. Juste pour dire, effectivement, bon, il y a une annonce effectivement aussi sur le zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes, etc. Après, tout le problème, c'est qu'on n'a pas la visibilité pour l'instant du côté pratique, etc. Mais il y a ce constat-là qui est effectivement relativement commun. Bien, écoutez, merci à tous les deux, en tous les cas. Et puis, je vous propose de changer de sujet, de séquence et de passer sur le sujet de la mobilité.